Je vous propose maintenant d'entendre Monsieur Hatchouarena, qui est donc directeur de la division des politiques et systèmes d'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui. C'est notre principal interlocuteur, évidemment, en tant que Commission nationale française pour l'UNESCO. Et c'est voilà, sous son égide que nous travaillons. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci, bonjour. Je voudrais d'abord remercier la Commission nationale française pour l'UNESCO d'avoir invité le secrétaire de l'UNESCO à participer à cette rencontre. Nous avons déjà une collaboration riche, y compris sur ce thème. On a évoqué tout à l'heure le forum de l'année dernière sur le numérique, également sur l'enseignement supérieur, avec une attention particulière à la situation en Afrique. Nous avons l'occasion d'échanger sur de nombreux thèmes, et notamment celui-là. Alors, ce que je vais faire ce matin, c'est présenter un tableau un peu plus, disons, large pour replacer la question du numérique, et en particulier du numérique, dans l'enseignement supérieur par rapport à la problématique plus générale, je dirais, de la coopération internationale en matière d'éducation. Et cette problématique s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de l'agenda 2030, l'agenda pour le développement durable, qui constitue en quelque sorte la feuille de route de la communauté internationale en matière de coopération internationale pour le développement, y compris dans le domaine de l'éducation, puisque ce cadre pour le développement durable comporte un objectif spécifique dédié à l'éducation, qui est l'objectif 4, et qui est assorti d'un certain nombre de cibles qui balayent en quelque sorte l'ensemble du paysage éducatif, les différents niveaux, les différentes problématiques qui aujourd'hui déterminent la question non seulement de l'accès, mais également de la qualité de l'enseignement. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que ce cadre mondial est beaucoup plus large et beaucoup plus riche que celui qui guidait nos actions jusqu'à présent, en tous les cas depuis l'année 2000, qui était le cadre de Dakar, qui avait été donc défini et arrêté pour promouvoir l'éducation pour tous, et qui se limitait en matière d'éducation, disons, à l'éducation de base, sans aucune mention en particulier de l'enseignement supérieur. Nous avons, avec l'objectif 4 du cadre de développement durable, une ambition beaucoup plus vaste, beaucoup plus affirmée pour le développement de l'éducation, qui passe et qui promeut non seulement l'accès, mais surtout la qualité, l'équité, et qui s'inscrit dans une vision de l'éducation tout au long de la vie, une vision qui accorde une place également à l'enseignement supérieur. Donc c'est, je dirais, une petite révolution, même si je peux utiliser ce terme, au niveau de la coopération internationale, et qui replace maintenant l'enseignement supérieur, y compris l'université, au cœur, disons, des enjeux de développement de l'éducation et de coopération internationale en matière d'éducation. Alors, j'ai repris ici sur cette diapo quelques éléments de ce cadre, en particulier des différentes cibles. Moi, je ne vais pas y revenir de manière détaillée, mais je voudrais en particulier m'arrêter sur donc, la cible 4.3 qui est relative à l'enseignement supérieur et qui, en quelque sorte, inscrit de manière très précise ce niveau d'enseignement et cette ambition au cœur de l'action internationale en matière de coopération pour l'éducation. Alors nous sommes de 2016, donc c'est la première année de mise en œuvre de ce cadre, ce qui veut dire qu'à la fois au niveau de l'UNESCO, mais également au niveau des États membres, c'est une phase un petit peu de réflexion, d'organisation, pour réfléchir précisément à la façon dont les politiques nationales vont prendre en compte, décliner, s'articuler à ce cadre mondial, à la fois au niveau de l'objectif général, mais également au niveau de ses cibles. Et l'UNESCO a entamé un processus de consultation avec les États membres, organisé par région, justement pour voir comment, de manière très concrète, les cadres politiques peuvent mieux refléter et prendre en compte ce nouvel agenda. Et nous aurons au mois prochain, au mois de novembre, la première consultation pour la région Europe qui se tiendra à l'UNESCO
et qui va, au mois d'octobre, les 24 et 25 octobre, et qui va justement, avec l'ensemble des États membres de la région Europe, donc y compris la France, réfléchir aux conséquences de la mise en œuvre de cet agenda. Ce qui est important, encore une fois, à souligner, c'est que, à la différence peut-être du cadre de Dakar, qui était perçu comme, disons, un agenda pour le Sud, pour les pays en développement, le cadre pour le développement durable se veut et pensé comme véritablement un cadre universel qui doit inspirer les politiques publiques en matière de développement, y compris en matière d'éducation, pour l'ensemble de la communauté internationale, donc y compris les pays européens. L'UNESCO, avec ses partenaires, a travaillé un document, disons, d'orientation pour justement guider l'action des pays dans la traduction des objectifs et des cibles en termes de stratégie et de politique. C'est ce qu'on appelle le cadre d'action, qui permet donc d'inspirer en fait la formulation de ces programmes de mise en œuvre du nouvel agenda. Et ce cadre d'action, ce qu'il faut signer également par rapport à notre problématique aujourd'hui, c'est qu'il accorde une place importante au rôle et à la place des technologies de l'information et de la communication. Et en fait, je voudrais juste rappeler que l'élaboration du nouvel agenda pour l'éducation a donné, s'est tenue en particulier l'année dernière au mois de mai en Corée, à Incheon, lors d'un forum mondial, qui a été suivi immédiatement après par une conférence internationale en Chine, à Qingdao, qui portait précisément sur le rôle du numérique pour la mise en œuvre du nouvel agenda, du nouvel objectif pour l'éducation. Donc ça veut dire que tout de suite, on a réfléchi au rôle que pourraient jouer les technologies de l'information et de la communication pour atteindre les nouveaux objectifs du développement de l'éducation au niveau mondial, et y compris au niveau de l'enseignement supérieur. Donc c'est, je dirais, un positionnement qui est bien sûr très nouveau, très novateur et très différent de la situation qui prévalait en 2000 lors du forum de Dakar. Je voudrais souligner quelques éléments relatifs aux technologies de l'information et de la communication dans ce cadre d'action. Tout d'abord, effectivement, la référence claire à l'enseignement supérieur, l'éthique étant un outil important pour élargir l'accès, qui est précisément l'objectif qui est inscrit dans ce cadre, mais également l'utilisation d'Internet et des technologies mobiles, les technologies mobiles constituant de plus en plus un vecteur privilégié en matière, dans le domaine de l'éducation, y compris dans le cadre de l'enseignement supérieur. Nous organisons chaque année à l'UNESCO une semaine que nous appelons la semaine de l'apprentissage mobile, et qui vise précisément à faire le point à la fois du point de vue de la recherche, mais surtout du point de vue des politiques publiques sur l'utilisation des technologies mobiles aux différents niveaux. Et c'est dans les aspects pédagogiques, mais également les aspects liés au financement et à la gestion des dispositifs qui reposent sur ces technologies. Autres éléments qui sont présents dans ce cadre d'action, l'affirmation également du rôle des TIS dans la perspective de l'éducation tout au long de la vie. Là, c'est également un élément essentiel et aussi un enjeu nouveau pour les universités, qui doivent de plus en plus s'adresser à des publics non seulement jeunes, mais également adultes, voire seniors. Donc il y a là un nouveau rôle également pour l'utilisation du numérique dans l'enseignement supérieur. Et puis la nécessité également d'utiliser le numérique pour la formation des enseignants. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est l'un des axes également de travail de l'UNESCO. Alors je voudrais organiser un petit peu la présentation sur notre engagement sur la promotion du numérique au niveau de l'enseignement supérieur autour de trois dimensions, de trois axes. Donc d'abord les politiques, l'appui aux politiques, ensuite l'utilisation du numérique pour la formation des enseignants, et puis enfin la question des contenus. Tout d'abord, l'appui aux politiques publiques, et là je voudrais souligner que c'est un petit peu, c'est un postulat dans l'action de l'UNESCO dans le domaine de la technologie en matière d'éducation, c'est que le point de départ de notre action, c'est véritablement la réflexion au niveau des politiques. Il ne s'agit pas de promouvoir des innovations,
des expériences pilotes, mais de voir véritablement comment le numérique peut jouer un rôle pour atteindre des objectifs plus généraux, qui sont les objectifs du développement de l'éducation au niveau national. Et donc nous faisons un travail important, pour nous important, en amont avec un certain nombre d'États membres pour justement guider un petit peu leur travail, structurer leur démarche pour définir le rôle du numérique dans le développement de l'éducation, donc y compris au niveau de l'enseignement supérieur. Ce travail s'appuie d'abord sur des outils. Nous avons développé ce qu'on appelle des boîtes à outils pour justement guider, structurer la démarche d'élaboration des stratégies numériques dans le cadre des politiques d'éducation. Nous avons également développé récemment, il est pour l'instant disponible uniquement en anglais, mais la version française est en cours de préparation, une plateforme numérique, justement une plateforme en ligne, qui permet à la fois aux États membres d'obtenir des ressources sur différents aspects liés à l'usage du numérique en éducation, y compris au niveau de l'enseignement supérieur, mais c'est une plateforme qui est également un espace de dialogue, d'échange entre des acteurs des politiques publiques en matière de numérique au niveau international. Donc c'est un travail, c'est une ressource en quelque sorte que nous mettons à disposition des États membres, mais que nous animons également à travers un certain nombre d'activités, d'ateliers dans différents pays. Par ailleurs, nous organisons également des initiatives pour fédérer la réflexion au niveau sous-régional sur l'utilisation des technologies en éducation. Nous avons dans quelques semaines un séminaire, par exemple, pour l'Asie centrale à Tachkent, qui va rassembler donc les pays d'Asie centrale et la Russie sur ces questions liées à l'usage du numérique en éducation, donc y compris au niveau de l'enseignement supérieur, qui va faire le point sur justement les politiques qui sont déjà à l'œuvre dans cette région et comment elles peuvent être renforcées, améliorées, développées. La question des enseignants, je vais peut-être m'y arrêter un peu plus longuement pour rappeler que c'est peut-être la question essentielle. En tous les cas, c'est notre expérience, c'est un petit peu le bilan que nous avons pu faire de l'utilisation du numérique au niveau de l'éducation à l'échelle internationale, y compris dans l'enseignement supérieur. L'obstacle, voire dans certains cas la cause de l'échec, eh bien principalement c'est le défaut de formation des enseignants. Donc là, on met souvent en place des outils, des contenus, des initiatives, mais sans qu'en amont, les enseignants soient non seulement formés, mais également sensibilisés, préparés, convaincus, et donc résolus d'utiliser aussi ces ressources pour faire évoluer leur manière d'enseigner. Voilà, donc nous avons l'occasion de faire des évaluations dans plusieurs pays et très fréquemment, je dirais, c'est le problème qui apparaît en premier, l'insuffisance préparation, mais aussi un dialogue souvent défaillant avec les enseignants et les chefs d'établissement sur la façon et également l'utilité d'intégration du numérique. Et je crois que les enquêtes sur la France montrent que c'est également un problème et que les enseignants en France également, non seulement ne sont pas suffisamment préparés, mais malheureusement ne sont pas non plus toujours convaincus que le numérique représente un atout, un intérêt significatif pour améliorer la pédagogie. Et ce qui est intéressant également pour nous, c'est de voir comment le numérique peut permettre de développer de nouveaux modèles pour la professionnalisation, disons, des enseignants dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie, avec non seulement donc, des possibilités d'avoir des ressources en ligne, mais également de les valoriser au sein de communautés finalement d'enseignants. Et donc tous ces outils permettent de développer de nouvelles façons finalement d'apprendre de manière collective tout au long de la carrière et par rapport à des problèmes que rencontrent de manière très concrète les enseignants au cours de leur carrière dans la salle de classe. Là aussi, nous avons mis en place des outils. Bon, je pense que vous avez probablement connaissance de ce cadre, de ce référentiel que nous avons mis en place par rapport donc, à l'utilisation des technologies en éducation et qui
permet, à travers justement l'identification d'un certain nombre de compétences que doivent acquérir les enseignants avec à différents degrés d'approfondissement, qui permet également de guider en fait le développement et l'organisation de formation justement pour les enseignants, y compris au niveau de l'enseignement supérieur. J'y reviendrai. Donc nous travaillons avec un certain nombre de pays. Nous avons de manière continue des coopérations dans différentes parties du monde pour aider les pays justement soit à adopter ce cadre, soit à l'adapter à leur réalité nationale pour mettre en place également un cadre national de référence sur les compétences en matière de TIC pour les enseignants. Nous travaillons actuellement pour l'instant, nous sommes à la deuxième version de ce cadre et nous travaillons actuellement à une nouvelle version qui va prendre en compte de nouveaux aspects, notamment l'utilisation de la technologie mobile, notamment les ressources éducatives libres qui vont être présentes de manière plus solide dans la nouvelle version, et puis également des aspects particuliers comme l'utilisation des TIC pour des apprenants en situation de handicap. Le troisième point, c'est précisément, et le troisième axe de notre travail, c'est précisément la promotion des ressources éducatives libres. C'est une thématique qui est au cœur de la discussion de ce colloque. Je vois que nous avons eu cette petite brochure qui montre également que les UNT ont travaillé et travaillent de manière très, je dirais, solide et à grande échelle également sur la conception, le partage de ressources éducatives qui sont des ressources éducatives libres. Donc c'est finalement une approche qui est au cœur de l'expérience française, mais c'est une approche, comme vous savez, qui est très chère à l'UNESCO. Nous avions organisé en 2002 le premier forum sur cette question qui portait précisément sur l'utilisation des ressources éducatives libres au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons depuis eu le premier congrès en 2012, et qui notamment s'est achevé par une déclaration qui soulignait ou qui lançait un appel aux États membres pour faire en sorte que les contenus développés avec des ressources publiques soient en fait des contenus qui soient des ressources éducatives libres. Donc ça, c'est un combat également auquel nous sommes toujours très attachés. Donc nous travaillons beaucoup sur cette question avec des pays dans différentes parties du monde pour faire en sorte précisément que ce mouvement progresse et permette aussi de développer de nouveaux modèles pédagogiques dans lesquels les enseignants sont davantage impliqués dans la conception des ressources, dans leur partage, dans leur actualisation, mais aussi de plus en plus les apprenants, notamment au niveau de l'université. Donc c'est pas seulement, je dirais, une question de contenu sur une façon passive, mais c'est également l'évolution à travers les ressources éducatives libres des modèles d'enseignement et d'apprentissage. Quelques rappels en termes de publication également. Nous avions en 2011 produit des guides pour les universités, précisément pour l'utilisation des ressources éducatives libres, et nous continuons que cette production de contenu sur la façon de développer et d'utiliser ces ressources, notamment donc pour les pays du Sud, parce que l'un des enjeux précisément de ce mouvement, c'est faire en sorte qu'il n'aboutisse pas, je dirais, à un déséquilibre au niveau international dans lequel les ressources seraient développées dans le Nord et diffusées dans le Sud, y compris donc par des moyens numériques, mais de faire en sorte véritablement que les pays dans toutes les régions du monde aient les capacités de développer leurs propres ressources avec le respect de la diversité linguistique qui est aussi un élément auquel l'UNESCO reste très attaché. Alors je terminerai en évoquant quelques défis. Uniquement, je voudrais faire référence ici à une enquête que nous avions réalisée avec nos collègues du Conseil international pour l'éducation à distance et ouverte, avec lesquels nous travaillons beaucoup sur ces questions de développement du numérique dans l'enseignement supérieur. Nous avions conduit une enquête auprès des membres
des universités membres de ICDI en 2015, qui montrait en fait, d'une part, que la technologie pour ces universités était au cœur du renouvellement des pratiques pédagogiques, et également un élément important pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, mais qu'il se livrait, enfin, il se heurtait à un certain nombre d'obstacles, en premier lieu, justement, la formation des enseignants, j'y faisais référence tout à l'heure, avec non seulement une formation insuffisante, mais également souvent l'absence de dispositifs d'accompagnement des enseignants pour l'utilisation du numérique, des organes dirigeants des universités souvent réticents, vous avez peu convaincus de l'utilisation et de l'intérêt d'utiliser le numérique et de former les enseignants dans ce domaine, et dans un certain nombre de cas également une politique publique insuffisante, voire absente. Donc voilà un petit peu ce qui ressortait de cette enquête, et je crois que là on a un certain nombre d'obstacles que l'on retrouve dans un grand nombre de pays du monde, et auxquels il faut véritablement les affronter pour faire en sorte que le numérique puisse contribuer pas seulement à l'amélioration et à l'élargissement de l'accès de l'enseignement supérieur, qui est bien sûr la perspective de l'éducation 2030, mais également, surtout, l'amélioration de sa qualité et de sa pertinence dans une démarche d'éducation tout au long de la vie. Prochain rendez-vous, je terminerai sur ce point. D'abord sur la question de l'assurance qualité. J'aurais peut-être insisté sur le fait que la question de l'assurance qualité des apprentissages et de l'offre d'enseignement supérieur en ligne reste un problème important. Dans un certain nombre de pays, les diplômes qui sont obtenus à travers cette modalité ne sont pas reconnus. Nous travaillons actuellement à la préparation d'un projet de convention mondiale sur la reconnaissance des diplômes dans l'enseignement supérieur, projet qui sera soumis à la prochaine conférence générale de l'UNESCO au mois d'octobre-novembre de l'année prochaine. Le comité de rédaction, qui est actuellement donc au travail, réfléchit justement sur cette question. Il y a beaucoup de réticences dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de régions, sur la reconnaissance de la valeur des diplômes qui sont obtenus par l'enseignement à distance. Par conséquent, la question de l'assurance qualité de ces enseignements est vraiment un enjeu très important pour faire en sorte qu'ils soient reconnus et ils aient un statut équivalent à la formation, disons, universitaire classique. Donc c'est une question qui sera élaborée, enfin qui sera examinée dans le cadre d'un processus que nous lançons actuellement en vue de l'organisation d'une conférence internationale en 2018 sur la question de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, y compris l'assurance qualité donc des enseignements en ligne. Nous aurons préalablement, donc dès l'année prochaine, des conférences régionales préparatoires à cette conférence internationale, donc y compris donc une pour la région Europe. Nous aurons l'occasion, je pense, d'y revenir. Et puis, bien sûr, un rendez-vous plus proche, qui est le second congrès mondial de l'UNESCO sur les ressources éducatives libres, qui se tiendra donc en septembre prochain en Slovénie. Le congrès de 2012 avait donc surtout, je dirais, pour objectif de promouvoir véritablement ce concept et les politiques auxquelles il est associé. Le second congrès va permettre justement de faire le point sur les avancées réelles dans la mise en œuvre, l'utilisation de ces ressources à tous les niveaux, y compris au niveau de l'enseignement supérieur, et de réfléchir aussi sur les politiques publiques qui sont nécessaires pour sa promotion. Mais je laisserai le détail de cette question au prochain orateur. Merci. Merci, monsieur le directeur, de votre intervention très, très riche. Je dois d'abord vous dire tous les remerciements que nous avons en tant que communauté universitaire, et en particulier les universités numériques thématiques qui sont un peu le cœur de cette réunion, à quel point nous avons eu un soutien dans nos démarches depuis 2002, parce que nous étions d'emblée des militants des ressources éducatives libres
en tant qu'individus au sein de nos établissements, on s'est regroupés et nous avons eu besoin assez vite d'avoir un appui institutionnel, international, qui justifiait un peu la prolongation de nos efforts auprès de nos instances nationales pour justement continuer d'avancer et dire qu'on allait dans le sens de ce qui est souhaité et de ce qui est souhaitable pour l'accès à la connaissance de tous, et en particulier dans le cadre de l'enseignement supérieur. Alors, je crois que cette conférence, d'emblée, nous avons voulu la resituer dans ce concept des ressources éducatives libres, et c'est bien que nous puissions justement pouvoir ensuite écouter comment cette bataille, parce que je crois que c'est encore une bataille, qu'elle n'est peut-être pas totalement gagnée, loin de là, puisqu'on a vu dans le dernier rapport que vous avez présenté qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de complexité avec les éditeurs privés, avec le monde du privé, avec le copyright, etc. Et que ce n'est pas véritablement un champ complètement sur lequel nous pouvons avancer de manière simple. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, certainement. Mais je crois que Sonia voulait vous poser une question. Oui. En fait, je vous pose une question à vous, monsieur le directeur. Et puis, en fait, je suis contente de le faire en présence de madame la représentante du Cameroun, parce que nous avons eu hier une petite conversation informelle dans le couloir. Et vous me disiez que, en ce qui concerne les professeurs, il y a une difficulté d'utiliser en particulier les ressources numériques et les outils qui étaient de nature culturelle. Et vous disiez les professeurs ont besoin d'un contact, je dirais presque charnel avec leurs élèves, et on est dans toute la grandeur, je dirais la force aussi de la culture africaine, qui est de mettre l'humain au premier plan. Et donc cette dimension culturelle peut-elle être prise en compte par les outils eux-mêmes? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que des outils numériques peuvent prendre en compte la diversité culturelle dans la relation pédagogique? Merci. Alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est une problématique qui n'est pas spécialement liée à la question du développement du numérique dans telle ou telle partie du monde. Je pense que c'est une problématique générale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème culturel, je pense, à l'université. Il fait que l'utilisation, l'appropriation de ces outils ne va pas de soi, n'est pas chose facile, et nécessite effectivement une appropriation progressive par le corps enseignant. Et cette appropriation nécessite un accompagnement, des outils, des incitations, des formations. Donc c'est effectivement tout ce cadre qui doit accompagner l'utilisation et la promotion du numérique au niveau des techniques et des approches pédagogiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également concerne, je pense, la nécessité de développer justement du point de vue des contenus et du point de vue de l'innovation pédagogique, d'avoir une création qui soit véritablement internationale et multiculturelle, et non pas, je dirais, l'absorption par d'autres régions de modèles pédagogiques qui sont développés dans les pays qui ont, disons, les capacités en matière d'enseignement supérieur les plus fortes. Bon, on a eu cette discussion il y a quelques années lors de l'apparition des MOOCs. Je crois que maintenant, il y a une diffusion, une appropriation beaucoup plus forte dans différentes régions. Bon, l'AUF a contribué justement à travers l'appui notamment en Afrique au développement de MOOCs, les chaires UNESCO également, qui travaillent dans le domaine des ressources éducatives libres en particulier, ont également contribué à ce que ce mouvement touche également de manière active d'autres régions du monde. Donc effectivement, d'abord, ce n'est pas une question, je pense, uniquement liée à certaines régions, et d'autre part, effectivement, on doit avoir des dispositifs qui permettent véritablement une appropriation très large de ces outils. Merci. Il y a une main qui se lève. Est-ce on ouvre, si vous voulez bien, il y a des questions certainement, allez-y, mais rapidement parce qu'on est déjà un peu en retard.
dans notre timing. Nathalie Hubert de la Fabrique des Images. Je voulais savoir pourquoi vous vous êtes fixé comme date 2030. S'il y avait une raison stratégique, si c'était loin. D'accord. Bon, d'abord, c'est pas. En général, on dit 2020. C'est pas un horizon de l'UNESCO, c'est un horizon des Nations Unies et de la communauté internationale. Ce sont les États membres qui ont choisi cet horizon. On a effectivement des cycles de 15 ans. On avait 2015. Maintenant, on a retenu, disons que la même périodicité. Et on se projette à nouveau sur 15 ans avec la date de 2030. Les financements européens, c'est 2020. Oui. Bonjour, Nevine Cochet, donc chargée de mission internationale à la Mériès pour le ministère. Vous avez mentionné la mise en œuvre d'indicateurs pour le suivi des impacts, donc des ODD, en particulier de l'ODD numéro 4. Quels premiers indicateurs ont été identifiés et est-ce que cette liste est vouée éventuellement à être complétée? Voilà, merci. Alors, la question des indicateurs est une question complexe parce qu'il y a à la fois, je dirais, une question conceptuelle, c'est-à-dire quels sont les indicateurs qui peuvent rendre compte véritablement des progrès par rapport aux différentes cibles qui ont été arrêtées. Et ce n'est pas toujours facile parce que dans les cibles, bien sûr, il y a des cibles d'ordre quantitatif, donc pour lesquelles il est relativement facile de développer un indicateur, mais il y a également des cibles de nature qualitative. Donc justement, il va appartenir également aux pays d'interpréter en fait dans leur contexte ces cibles. L'accroissement par exemple de l'accès à l'enseignement supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il faudra faire un travail d'interprétation au niveau des pays. Bon, il y a une équipe qui a été chargée, qui est pilotée par l'Institut de statistique de l'UNESCO, qui est chargée de ce travail d'élaboration des indicateurs, auquel donc j'ai évoqué la question conceptuelle sur la notion même de ces différents indicateurs, mais il y a d'autre part une difficulté également technique qui est liée à la collecte de données, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de collecter des données qui vont permettre de renseigner l'indicateur. Alors c'est notamment complexe par rapport aux nouveaux objectifs liés à la qualité des apprentissages. Donc, comment mesurer la qualité des apprentissages, quels apprentissages, et cela suppose de disposer dans les pays de données et donc d'enquêtes qui vont permettre de mesurer la qualité de l'apprentissage. On sait que c'est compliqué, notamment pour l'enseignement, en particulier pour l'enseignement supérieur. Juste pour terminer, pour dire que nous allons... Ça, ce sont les indicateurs généraux. Il y a déjà un certain nombre d'indicateurs qui sont les indicateurs globaux et thématiques qui sont présentés dans le cadre d'actions que j'ai présenté tout à l'heure. Mais nous travaillons également sur des indicateurs additionnels, en quelque sorte, qui sont spécifiques aux ressources éducatives libres, pour permettre de suivre les politiques de promotion de l'usage des ressources éducatives libres et, dans la mesure du possible, de leur impact. Et donc, nous avons un premier atelier ce mois-ci à Paris, avec un atelier d'experts, justement, pour arriver à définir quel type d'indicateurs nous pourrions mettre en place spécifiquement par rapport aux politiques d'utilisation des REL. Une micro-question, mais qui me paraît importante à ce stade, puisqu'on a parlé de l'importance de la relation au travers de la ressource avec l'enseignant pour créer vraiment le lien nécessaire pour la pédagogie. A-t-on mis suffisamment en exergue la place maintenant du lien distanciel, du télétutorat, qui devient un facteur clé de l'accompagnement des ressources elles-mêmes et qui est maintenant possible grâce au stade auquel de l'évolution du web, où les réseaux sociaux, etc., permettent véritablement de créer un lien, même distanciel, mais qui est un vrai lien pédagogique. Donc le tutorat et le télétutorat devraient être vraiment des mots-clés dans l'évolution de ce concept de l'enseignement pédagogique numérique. Je crois que c'est une question effectivement qui est importante, mais qui est relativement nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, surtout au niveau international,
disons, une prise en compte de manière spécifique de cette conception différente d'un tutorat à distance. Je crois que ça relève d'une question plus générale qui est l'évolution de la pédagogie universitaire, notamment compte tenu de l'émergence des outils numériques qui font évoluer l'enseignement à l'université, donc pas seulement à travers l'université à distance, mais aussi par le développement, la généralisation presque des modèles hybrides, donc qui couplent disons, l'enseignement classique avec des formes soit d'enseignement, soit de tutorat à distance. Donc c'est effectivement toute cette nébuleuse un petit peu qui est nouvelle et qui, pour l'UNESCO, constitue également un nouveau champ de travail qui est inscrit à nos programmes sur lequel nous allons travailler pour effectivement essayer de saisir ces nouvelles dimensions, ces nouvelles spécificités, ces nouveaux besoins qui sont liés au numérique et de voir comment ils peuvent se traduire en dispositif d'accompagnement des enseignants du supérieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci.